Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut camarades, ravi de vous retrouver dans le 61e épisode de Rideau Rouge, le podcast où l'on parle de tout, mais toujours dans un esprit d'éducation populaire, avec des invités qui ont à cœur de partager ce qu'ils ont compris, tel qu'ils l'ont compris, là où ils l'ont compris. Ce matin, nous allons parler consommation responsable, souveraineté et gouvernance, en lien avec nos pratiques du numérique. C'est clairement un domaine dans lequel je suis très mauvais élève, puisque j'utilise déraisonnablement Google, Instagram et consorts. Que voulez-vous ? Personne n'est parfait. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer, et ce sont des gens comme moi que mon invité a fait le pari de dégafamiser. Il s'appelle Jean-Luc Andrian Arsou, il est franco-malgache et fondateur de l'association Les Confidentiels, avec laquelle il fait la promotion du logiciel libre auprès de particuliers et de structures d'utilité sociale. Il travaille par ailleurs comme consultant sur les questions de gouvernance et d'organisation interne. Bonjour Jean-Luc, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Je suis ravi de te trouver. Eh ben moi aussi, ravi de t'accueillir ce matin pour parler de ton travail, de l'association que tu as montée et de l'idéologie, j'ai envie de dire que tu défends, l'idéologie du libre, d'un Internet libre, dont tu vas Mhm. nous parler tout à l'heure. Avant ça, Jean-Luc, j'ai une petite question pour toi. En ce moment, un plat qui te met l'eau à la bouche. Un plat qui me met l'eau à la bouche. Ah. Là, ce qui me met l'eau à la bouche, ça serait un cru, un mélange de légumes râpés, patates douces, betteraves, fenouil, céleri rave, un peu d'huile d'olive, euh, soja, citron, peut-être quelques graines écrasées et on est bien. Ah ouais, et tu manges Ça, ça c'est ce en qui me plein fait rêver. hiver, en mois de février, parce que ça, moi, je t'avoue, ça me fait rêver en été, mais en février, ça me fait pas rêver du tout, hein. Ah ouais? Ah si, 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 toujours. Mais Bon, en bah écoute. entrée, bien sûr, pour m'ouvrir Ah oui, en l'appétit. entrée, d'accord. Ouais. Bon, top. C'est quoi ton parcours, Jean-Luc? Comment est-ce que tu en es venu à monter les confidentiels? Tu viens d'où? Ah, je viens d'où? C'est une longue histoire. J'ai eu plusieurs vies puisque j'ai plus de 50 ans. Et alors, je viens d'où? J'ai une formation d'ingénieur. J'ai jamais été ingénieur. Je suis directement arrivé dans les entreprises, dans le management, plutôt dans l'organisation industrielle. Assez vite, je suis arrivé dans la relation d'aide en tant que consultant, formateur, plutôt dans l'organisation industrielle, expert. Et c'est là que ça m'est arrivé le fameux PFH, le putain de facteur humain, qui s'appelle le précieux facteur humain dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est là que je me suis intéressé plus à la partie humaine, en fait, des organisations. C'était il y a 20 ans et c'est comme ça que je me suis retrouvé de fil en aiguille 10 ans après à me dire qu'il y a plus de choses à faire dans les associations finalement que dans les entreprises sur ce sujet-là, même si bien sûr il y a de la souffrance dans les entreprises. Et donc je me suis intéressé plus aux structures d'utilité sociale, on va dire. Il y a une dizaine d'années maintenant, donc des associations, des coopératives, des collectifs. Et c'est l'essentiel de mes activités maintenant. Et ça m'est arrivé au fur et à mesure comme ça. C'est là aussi le début pour moi d'un ordinateur Linux, puisque je me suis retrouvé avec un ordinateur Mac, suite à un ancien travail dont personne ne voulait. Et moi, pour moi, Apple, c'était pas possible dans ma philosophie. Et ça a été le début de l'aventure du libre. Ok. Confidentiel est arrivé avec une jeune association qui a démarré il y a 6 mois, suite à plusieurs constats en fait, et notamment ce qui le résume assez bien, c'est la phrase que tout le monde à peu près connaît aujourd'hui, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.
Voilà Tu parles pour de... la raconter très vite. Ouais, tu parles de ta philosophie, c'est quoi ta philosophie? Est-ce que t'entends quoi par là? C'est une opinion politique? C'est une vision de la société? C'est quoi qui t'a poussé vers le libre au départ? Ce qui m'a poussé vers le libre, oui, c'est une vision politique, c'est une vision de la société, en effet. C'est déjà une aversion que j'ai eue très vite pour les multinationales, on va dire. J'ai appelé ça les world companies, très très tôt. Ce qui m'a amené, par exemple, quand je suis devenu consultant, à me concentrer sur les PME. Et je ne suis jamais allé dans les grandes entreprises, dans les world companies, sauf pour des entreprises semi-gouvernementales, on va dire. Et pour moi, le libre, ça représente justement tout un pan, on va dire, d'action possible pour s'émanciper en tant que citoyen. Tu parlais tout à l'heure du facteur humain. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps quelqu'un de l'association L'Université du facteur humain, dont tu as peut-être entendu parler, qui travaille Non? sur le sujet, qui est venu ici, on en a discuté. Et je suis ressorti de l'entretien avec l'impression quand même que cette histoire de facteur humain, c'était une espèce de néo-management, une espèce d'invention du néolibéralisme qui veut s'insérer dans les entreprises, tu sais, un peu du happy management, quoi. Pour moi, j'ai eu un petit peu cette sensation désagréable qu'en fait, tout ce qui était facteur humain, travail sur les ressources humaines, enfin voilà, le côté un peu soi-disant humain qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises, les team building, tout ça, en fait, enfin, j'ai l'impression que tout ça, c'est foireux, quoi. C'est une espèce d'écran de fumée pour cacher une idéologie néolibérale et faire croire qu'au travail, on peut être heureux, alors que derrière, on a toujours des patrons qui ont des philosophies d'enfoirés. Voilà, je vais oser le mot. Comment tu vois les choses, toi? J'ai l'impression que je peux parler sans Euh, langue de bois avec toi, donc j'y vais frontalement là. Eh ben tu peux tout à fait, puisque en effet, c'est ce que je pratique aussi. Je suis plutôt provocateur la plupart du temps. Et donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pas pour moi, c'est pas forcément le facteur humain en tant que tel, c'est-à-dire pas cette expression-là, mais en tout cas la notion de ressources humaines, par exemple. C'est tout à fait exact. Et je peux tout à fait en parler, d'autant que j'ai été coach dans les entreprises pendant une dizaine d'années. Quand je te disais tout à l'heure que il y a 20 ans, j'ai découvert le facteur humain, j'ai décidé de devenir coach et de m'intéresser à la chose. Et donc, je me suis formé, j'en ai fait mon activité principale. J'ai même créé une entreprise. Et j'ai quitté cet environnement-là puisque je me suis rendu compte, j'ai fait le même constat que tu fais là, et c'est pas un constat puisque je l'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu le fait que très très vite, quand j'avais des personnes à coacher dans les entreprises, en fait, la mission, ça revenait trop souvent au fait qu'il ne s'agissait pas de l'accompagner à mieux gérer sa situation, à trouver des solutions, mais plutôt à mieux supporter la situation sur laquelle il ne pourrait rien faire. C'est insupportable. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu leur apprends à accepter et à aimer être dans la merde et à aimer être dans des situations qui sont invivables. Et à y trouver profit éventuellement, tu vois. Et plusieurs de mes coachés ont décidé, après quelques séances avec moi, de quitter leur travail. Je suis désolé pour leur employeur, c'était pas, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, on va dire, mais en même temps, je peux pas être quelqu'un d'autre. Et quand tu es arrivé dans le monde associatif, est-ce que tu as vu une différence? Parce qu'il y a aujourd'hui énormément de dérives, j'en sais quelque chose, hein. Moi, je suis directeur d'association, donc, et j'ai Mm. travaillé auparavant dans des associations. Et aujourd'hui, on a des associations qui fonctionnent comme des grosses entreprises et qui ont, enfin, je veux dire, moi, j'ai bossé dans une asso dans laquelle on avait fait appel à un manager de transition. Tu vois, qui normalement, c'est du jargon d'entreprise, tu vois. Et Ouais, transition ouais. vers quoi? C'est quoi Mm. l'objectif derrière? Et ben l'objectif, enfin, je veux dire, c'est un objectif de start-up, quoi. Et Mhm. du coup, il y a énormément d'assauts qui sont aussi dans cette dérive-là, qui ont quasiment le même fonctionnement. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans les assos que tu vises, c'est quoi ce que tu recherches? C'est quel type d'assaut que tu vas aller solliciter? Quel type d'assaut je vais solliciter? Il y a plusieurs questions dans ta question. Je vais répondre à la dernière et on va s'étendre, si tu veux, parce que je connais assez bien les associations puisque je suis consultant DLA depuis 10 ans, donc je connais très bien les associations.
Mais J'en là, pour ceux accompagne qui ne savent pas, trois. juste ces Hmm, dispositifs locaux d'accompagnement, ce sont des prestataires, des consultants externes qui viennent, enfin, qui sont sollicités par des associations pour les aider sur des choses très, très spécifiques en fonction des problématiques qu'ils ont. Voilà, oui, pardon. voilà. Oui, absolument. Ouais, oui, absolument. Et vous pouvez trouver des informations en faisant info-dla.org pour ceux que ça intéresse. Et c'est pas suffisamment sollicité comme dispositif. Et à partir du moment où on a un salarié ou on a l'occasion l'objectif d'en avoir un, on est éligible. Il faut le savoir. Oui, pour répondre à la question, quelles associations on vise aujourd'hui? Bah, toutes les associations, parce qu'il y a un sujet important pour les associations, c'est la question de l'éthique. C'est quand on est dans une association, a priori, on souhaite être dans l'économie non marchand. Et comment ça, on utilise des outils numériques qui sont des mastodontes financières et qui ont, pour lesquels on a tellement de choses à dire. C'est incohérent avec nos valeurs. Donc ça, c'est une première chose, toute simple, hein, qui fait que tout le monde est concerné. Et là, on revient à la question du modèle économique, c'est que dans les associations, et encore une fois, j'en sais quelque chose, on va retrouver en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures qui normalement devraient être des entreprises, c'est mon cas, mais qui se retrouvent sur un statut associatif parce qu'en fait, on n'a pas le choix, parce que bah, typiquement, dans le monde de la culture, et ben, en fait, ça passe uniquement par des associations. Et bon, mes auditeurs connaissent très bien mon parcours, tu vois, mais moi j'ai commencé sur la micro-entreprise et j'ai pas eu le choix que de basculer sur une association parce que sinon toutes les portes se fermaient. Et donc en fait, on se retrouve, et je suis pas le seul dans ce cas-là. C'est le cas, toutes les compagnies de théâtre, par exemple, sont des associations. À chaque fois que tu veux Mhm. faire quelque chose dans le domaine culturel, mais c'est valable aussi dans plein d'autres secteurs, hein. Le sport un peu moins, parce que le sport, il y a quand même cette branche très professionnelle avec les salles de sport, etc. où on a le côté Mhm. entreprise. Mais dans la culture, à moins que ce soit des très très grosses structures de production et auquel cas c'est complètement privé, on est complètement OK avec le fait qu'ils sont là pour faire de la thune, c'est même plus de la culture. Mais sinon, si c'est de l'assaut qui veut vraiment être dans une forme de production culturelle avec un enjeu d'émancipation, etc., le statut associatif, c'est le statut par défaut, en fait. Et donc la Mhm. question de l'éthique, c'est pas qu'elle se pose pas, mais c'est que bah du coup, vu que ce statut on l'a par défaut, euh, c'est rare d'avoir des associations qui se posent vraiment sur la question des valeurs, etc. Oui, bah, bien sûr. Mais ce qui se passe avec le statut, avec les associations, c'est que le statut associatif n'impose pas justement suffisamment de choses qui permettraient de faire en sorte que ça soit réellement un statut viable, on va dire, à long terme ou à une certaine échelle pour un projet réellement émancipatif, comme tu viens de le dire, un projet qui permettrait de nous émanciper, quoi. C'est pour ça que pour moi, la vocation d'une association, à partir d'une certaine taille, c'est de devenir une coopérative en vérité. Ouais, c'est l'objectif. Je t'avoue que dans mon cas, c'est l'objectif aussi. À long terme, c'est carrément l'objectif. Mais je pense que ça devrait être l'objectif de toute association parce qu'on voit très bien que la gouvernance associative montre ses limites au bout d'un certain temps. Pas tout à fait dans son principe parce que son principe, il est très très bien. Sauf que je connais très très peu d'associations qui l'appliquent correctement. Et donc ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Il y a même, j'ai même eu l'occasion, par exemple, d'accompagner une Biocop avec une des dernières dans un statut associatif. Et l'objet de l'accompagnement, c'était de faire en sorte que pouvoir préserver leur statut associatif tout en respectant les prérogatives du groupe en termes de système de gouvernance, de contrôle et tout ça. Donc c'est un vrai enjeu. Est-ce que quand tu fais des interventions comme ça, on te rétorque pas que les outils libres sont moins performants que les outils qui appartiennent aux grandes multinationales? Parce que il y a aussi des questions de facilité derrière. Tu vois, monter un Google Drive, ça se fait en 30 secondes, c'est hyper pratique. Moi, les outils libres, je les ai pratiqués, je les ai utilisés. Et si je te pose cette question, c'est parce que c'est un petit peu mon avis. C'est que oui, c'est super, mais en fait, il y a des limites. Bah, parfois, il y a des limites fonctionnelles, tu vois. Moi, je vis à la campagne. Je sais que les outils de Zoom, par exemple, Zoom, c'est le seul, bah, c'est le seul qui passe en fait en termes de connexion Internet. J'ai essayé Jitsi Meet, c'est une galère sans nom. Et donc en fait, eh bah, c'est vrai que parfois le libre, il y a des limites qu'on ne trouve pas chez la concurrence dans les multinationales, malheureusement.
Eh bien, là encore, j'aurais plein de réponses, mais je vais essayer d'être bref. Bah non, en fait, au contraire, la plupart des gens qui utilisent le livre, c'est plutôt par rapport à la fonctionnalité. C'est que la plupart du temps, c'est parce que ça fait le taf. En effet, si tu t'es pas suffisamment informé, c'est normal, c'est un des problèmes de livre, quand c'est pas suffisamment accessible, en effet, c'est exact. Mais si on prend simplement l'exemple de la visioconférence, certes, si tu utilises l'application native Jitsi, bah, c'est pas très performant. En revanche, si tu utilises Kamit, qui est l'application de visio d'Infomaniac, qui est en fait basée en effet sur Jitsi, mais en haute définition, qui est accessible à tous sans ouvrir un compte. Et bah ça y est, ta vie va devenir autre chose et tu vas pouvoir faire ouvrir une visio d'un clic, en planifier avec ton agenda. De la même façon, avec une adresse mail, tu vas pouvoir avoir accès à l'équivalent de tout ce que Google te propose. Parfois, en effet, il faut rentrer un petit peu, mettre un petit peu plus le doigt dans le cambouis, mais c'est le jeu en fait. C'est vraiment le jeu et c'est une des philosophies importantes du livre, c'est que c'est vraiment la question que jusque-là, on avait l'habitude d'aller qu'au supermarché et même qu'au rayon produits préparés. Et là, l'idée, c'est pas forcément d'aller dans les AMAP, mais déjà d'aller dans des trucs un peu plus de proximité et de faire un peu le chemin, d'avoir conscience qu'il y a ce chemin-là, peut-être à faire, qui serait à faire, voilà. Et il y a des gens dont c'est l'objet, le travail, la mission, l'ambition d'accompagner ceux qui ont envie de le faire. Ouais, intéressant. Bah, tu vois, je connaissais pas du tout cet outil, donc bah, peut-être que je vais aller me renseigner juste après. Tape Kamit, tu vas voir, tu vas tout de suite, et tu vas trouver par exemple K-Suisse, qui est l'équivalent de WeTransfer. Donc tout ça, ce sont des outils qui protègent tes données personnelles. Tu peux envoyer jusqu'à 50 gigas. Tu peux gérer toutes les options de confidentialité, de temps et tout ça gratuitement. Et si tu ouvres un compte, tu as tout ça, accès, enfin, à un espace de travail, quoi. Pour les Ok. associations, il y a l'équivalent Nextcloud qui te permet d'avoir la même chose de façon collaborative. Donc le livre est au contraire, très avancé. Beaucoup d'outils propriétaires aujourd'hui, en vérité, sont basés sur le livre. C'est quoi que tu appelles des outils propriétaires? Les outils propriétaires, ce sont les outils dont le code source n'est pas disponible. Ah C'est oui, ok, ceux des entreprises, 99% quoi. des outils qu'on utilise aujourd'hui. Tous les outils Microsoft, tous les outils Google, pratiquement tous les outils qu'aujourd'hui sont des outils propriétaires. C'est une notion qui est apparue dans les années 80 grâce à un monsieur, entre autres, que tout le monde connaît, monsieur Bill Gates, qui a créé la notion de l'économie de la connaissance. Un des premiers qui a compris cette idée que, en fait, ce qui aurait le plus de valeur, c'est pas l'objet, c'est la connaissance qu'il y a derrière cette valeur. Tout ça a créé tout un effet domino qu'on est en train de vivre et dont la plupart d'entre nous n'a pas conscience aujourd'hui. Et plus précisément, la notion de la privatisation de la connaissance. C'est une des raisons de passer au livre, pour ceux qui ont cette sensibilité, je pourrais dire. Ouais. Il y a un lien, j'imagine, aussi avec tout ce qui est propriété intellectuelle, du coup, ça découle de là, hein. Ah, mais ça découle complètement. La vraie loi sur la propriété intellectuelle est apparue dans les milieux des années 70 et 5, 6 ans après, la notion de logiciel propriétaire est apparue. C'est Ok. toute l'histoire de l'apparition de Linux, de toute la communauté du libre, de Altman, tout un tas de gens qui se sont réveillés, à qui ça a parlé en fait. Tu connais le parti pirate, De très loin, très loin. Moi, qui je vient découvre aussi de juste cette en fait, idéologie-là. juste pour répondre à une de tes autres questions, parce que dans chacune de tes questions, il y a plusieurs Ah questions. bah ouais, désolé. Et comme j'aime bien ne pas être long, je trie à chaque fois les réponses que je fais. C'est que je ne peux pas répondre, par exemple, à la question de que disent les associations à propos du livre, puisque bien que j'ai accompagné beaucoup d'associations et que ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, l'association confidentielle n'a que 6 mois. Et on n'en a pas accompagné tant que ça encore des associations sur le livre. L'expérience que j'ai moi aujourd'hui, c'était pas forcément une association, mais c'était plutôt
une entreprise pour moi que j'appelle à impact positif, puisque c'est une herboristerie, une entreprise totalement microsoftisée, la totale, Team, OneDrive, Hotmail, vraiment Hotmail, la totale, qui s'est complètement dégafamisée, comme j'appelle ça, en l'espace de quelques semaines et qui a retrouvé toutes ses fonctionnalités et même plus aujourd'hui, notamment en s'appuyant sur Infomaniac d'un côté et la plateforme Nextcloud de l'autre. Mais ça m'intéresse, on en parlera après, mais je lance tout de suite la piste. Je crois que tu es en région parisienne aussi. Non, pas du tout. Je suis Non? vers Nîmes. Je suis vers Ah Nîmes. Je mince, suis entre ok. Nîmes et Montpellier, dans Ok, l'Avonage. ce que j'allais dire, sinon on va te faire intervenir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, pas forcément que de mon association, mais si on peut se réunir à un petit groupe, parce que je pense que, encore une fois, j'ai une audience quand même très locale et je pense que parmi les gens qui écoutent ce podcast, il y a peut-être aussi des personnes qui sont intéressées pour découvrir ça. Mais bon, si t'es sur Nîmes, ouais, je suis pas sûr Si, si, qu'on ait si, bien l'occasion. sûr, je me déplace beaucoup puisque par rapport à mon travail de consultant DLA, si je voulais travailler que dans le Gard, je travaillerais jamais, je pourrais pas vivre. Donc, je travaille un peu partout en France et je travaille beaucoup en Bretagne. Et en tant que bon Parisien, j'ai toujours un pied-à-terre à Paris et j'y vais toujours régulièrement. Donc, ce serait Ok, avec plaisir que j'aurai voilà, ouais. des échanges Et bah dans s'il y la a des vraie vie personnes. avec des Parisiens. Ouais. Bah moi, je suis pas parisien, on est en dessous de l'Île-de-France, mais bon, Paris, ça reste quand même une des grosses villes les plus proches. En tout cas, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par ce type d'atelier, bah, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse organiser ça. Tu parles beaucoup Hmm. sur ton site internet de souveraineté numérique. C'est quoi? Comment tu Oui. l'as défini, la souveraineté numérique? Alors, la souveraineté numérique, oui, j'en parle beaucoup parce que c'est en effet le début de l'association confidentielle. C'est cette sensibilité, on va dire, au fait qu'on soit si dépendant de toutes ces grosses entreprises, de tous ces mastodontes, encore une fois, et que c'est pas normal. Et ça, c'est le sujet, en fait, de la centralisation d'Internet, qui est un grand sujet et une des raisons qui pourrait aussi intéresser certains à passer sur le libre, à se dire, mais à être sensible au fait, mais comment on se retrouve aujourd'hui à être aussi dépendant de 5, 6, les 10 entreprises sur Internet, alors que le projet initial d'entreprise de l'Internet, c'était de créer quelque chose de décentralisé. C'est tout le projet du Web 3.0. L'Internet décentralisé, la blockchain, tout ça, mais qui est tout un, voilà, qui est tout un autre sujet sur lequel je trouve tout le monde devrait s'intéresser parce qu'on va être pris dans quelque chose à laquelle on ne pourra pas s'échapper et qui est pourtant bien plus dangereux encore que le web 2.0 qu'on vit aujourd'hui. Là, tu penses à quoi? Qu'est-ce qui serait plus dangereux? Bah, Tout ce qui notamment est l'intelligence intelligence artificielle? artificielle, le fait de, voilà, tout ce qu'on pourrait faire de toute cette possibilité, en fait, toutes ces possibilités qui s'offrent et qui s'ouvrent aujourd'hui. C'est un autre monde, c'est comme on parle de la quatrième révolution industrielle. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une intelligence artificielle vertueuse ou décentralisée? Une intelligence artificielle dans le libre, ça pourrait exister ou pas? Ben, non seulement ça pourrait exister, mais ça existe déjà. Il y a plein de projets en cours. Alors évidemment, ils sont beaucoup moins avancés que les projets les plus connus, puisqu'ils ne bénéficient pas de la puissance financière, de la puissance, Hmm. voilà, de toute l'expérience, et de toute l'accumulation de données. Puisque ça, c'est l'autre sujet du livre et l'autre en lien avec la question de la souveraineté, c'est le fait qu'on vend nos données aujourd'hui sans s'en rendre compte. En utilisant ces données, on consent à renoncer à la confidentialité de nos données. C'est Hmm. important de bien intégrer cette phrase. Hmm. On consent, on renonce à la confidentialité de nos données. Hmm. Oui. Ouais, c'est-à-dire que ces données, du coup, elles vont à ces entreprises et que Elles vont à derrière, ces ils vont faire entreprises, elles ce s'en qu'ils veulent. servent très très bien, toutes les intelligences artificielles, on est profilé, on est voilà, tout ça, ça sert à alimenter toute une grosse machine qui sert à faire de l'argent et à nous contrôler, pour la faire courte. En fait, la question derrière l'intelligence artificielle, c'était un petit peu la question de l'outil. Tu vois, on entend souvent dire que c'est pas le marteau en lui-même qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Là, Mhm. ce que je souhaitais savoir, enfin, ce sur quoi j'aurais aimé avoir ton avis, c'était le fait Ouais. de savoir est-ce que l'intelligence artificielle, on peut en faire quelque chose bah, au service des humains, quelque chose de vertueux, quelque chose qui puisse nous aider, peut-être, bah, pour le coup, dans une logique d'émancipation, quoi.
Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, plus que jamais, comme tout autre outil, en fait, et plus que tout autre outil. Il y a même des expériences qui ont montré, en fait, que certaines intelligences artificielles sont sensibles à l'intention des personnes qui l'ont créée. Donc, c'est à la fois encourageant et effrayant. C'est clair, ouais. Quand on sait dans quelles mains aujourd'hui sont voilà, les intelligences artificielles les plus avancées. Ouais. Tu as utilisé le mot sensible, alors que Hum, justement, l'intelligence artificielle, on dit qu'il n'y a pas cette notion de sensibilité par rapport à l'humain. Là, hum. du coup, ça remet quand même en cause le discours un petit peu officiel sur ce que c'est que l'IA. Bah, c'est une incompréhension ou je pense aux possibilités de l'IA. Quand on parle par exemple de deep learning, ça va être très simpliste ce que je vais dire, mais il faut comprendre le fait qu'une intelligence artificielle peut apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'il peut apprendre un certain nombre de données, c'est le niveau 1 on va dire, et quand il apprend à apprendre, ça devient quelque chose un petit peu plus complexe, hein. Si en plus il peut prendre des décisions et agir sur la vraie vie, voilà, il peut se passer des choses. Aujourd'hui, il existe une entreprise, je ne sais pas si tu le sais, une entreprise chinoise réelle qui a des salariés, qui est pilotée par une intelligence artificielle, dont le PDG est une intelligence artificielle. C'est Je pas sais pas si, vrai. Non, non, je j'étais sais pas pas du si tout au courant. je sais pas si tu imagines. Voilà, c'est dans ces choses-là qu'on met les doigts aujourd'hui. Ah ouais. Et là, comment tu bosses sur le facteur humain là-dedans? Là, il n'y a plus du tout de facteur humain, là. Si, si, justement, il y a un facteur humain important, c'est que là, on se soumet. On est dans notre habitude de soumission, sauf que là, on se soumet plus à d'autres humains, on se soumet en plus à l'intelligence artificielle. C'est tout un pan qui s'ouvre Et même pour les puissants, bah c'est la multiplication en fait de la possibilité de gagner de l'argent, quoi. Parce que du coup, tu montes une boîte, tu mets en gérance une intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, ça peut donner des choses complètement hallucinantes, quoi. Sur le mauvais, Oui. euh, sur le mauvais pan. Ça ouvre tout un autre pan aussi, c'est tout le travail qui pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle. Quand on voit que piloter une entreprise, ça y est, c'est en route, enfin, c'est pas en route, ça existe. Alors faire n'importe quel autre travail. Comme diriger un pays, par exemple. Ah, mhm. Ok, ça fait flipper. Ok. Est-ce que sur smartphone, on a les mêmes, pour changer de sujet, est-ce que sur smartphone, on a les mêmes problèmes que sur ordinateur et est-ce qu'on a les mêmes possibilités avec le libre? Tu vois, par exemple, sur téléphone, on va avoir tout ce qui est Android, tout ce qui est Apple, je sais plus comment ça s'appelle, l'équivalent, mais tu vois, on a ces espèces de méga applications sur lesquelles tu peux télécharger toutes les autres applications. Est-ce que ça, dans le libre, on a des solutions existantes? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur tout ce qui est Apple, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. On peut jailbreaker, installer des applications interdites, tout ça, mais on restera toujours sous contrôle d'Apple. Parce qu'Apple est non seulement un système propriétaire, c'est en plus un système fermé, contrairement à Microsoft, par exemple, qui est un système propriétaire mais ouvert, c'est-à-dire qu'on peut s'y connecter. Apple, on ne peut pas s'y connecter sans les accords d'Apple. Et en plus, c'est un système intégré verticalement. C'est-à-dire que pour faire quelque chose avec Apple, il faut faire partie d'Apple, pour la faire courte. Donc, on peut rien faire. Ça sert à rien, je dirais. Parce que même si on se défait de Google, par exemple, on aura toujours Apple derrière et Apple est le maître pour utiliser les données et, voilà, et gérer une communauté avec ces données. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, sur les téléphones Android. Il y a plein à faire. Puisque le noyau Android, en vérité, est libre. C'est un noyau libre. Il se trouve juste que Google est le principal contributeur de Android. Donc tout le monde croit que le seul Android disponible, c'est l'Android de Google, mais pas du tout. Donc l'Android libre évolue à la même vitesse que Google grâce à Google, paradoxalement, notamment en grande partie. Et donc aujourd'hui, bah, il y a des moyens. Voilà. Avec le téléphone, il n'y a jamais eu autant de moyens et c'est important que tout le monde comprenne, surtout ces générations qui sont jamais passées par l'ordi, par exemple, pour accéder au numérique, qui sont directement arrivées au téléphone ou pour lesquelles l'ordi n'est que le deuxième outil. Contrairement à ma génération, c'est l'inverse. Et c'est même aujourd'hui le deuxième souffle du libre, en vérité, le téléphone. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions.
Si, 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 complètement. Ça laisse pas mal de pistes de réflexion aussi, mais c'est vrai qu'en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la méconnaissance en fait de ces outils. Finalement c'est ça le principal problème, quoi. C'est-à-dire que Oui, c'est pas du tout, on n'est pas informé là-dessus. non, absolument. Oui, oui. Alors, on n'est pas informé, puis on s'y intéresse pas. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, on croit que c'est compliqué, que ça va être chiant, qu'on n'y arrivera pas, que ça va pas marcher. Bah ouais, parce qu'en fait les plus connus, enfin les solutions les plus connues, ouais, sont pas toujours les plus performantes du coup, hein. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, les plus connus, oui, les plus connus dans le mainstream, voilà, les plus connus sur les médias qui ont pignon sur rue, oui. Mais les plus connus dans le monde alternatif, c'est pas tout à fait vrai, même si tu es dans le monde associatif et je sais que dans le monde associatif, Google il a bien sa place, hein. Ah mais Et lui complètement. transfère et Zoom et Ouais. Doodle et tout ça, voilà, je le déplore. Et même Dropbox. Mm. Dropbox, c'est la CIA, vous vous rendez pas compte. Ouais, ouais. Bah oui, et puis tout ce qui est partage de données, tu vois, enfin, je veux dire, tout ce qui est Google Hmm. Drive, etc., quand on bosse à plusieurs pour pouvoir se transférer des documents, ouais, c'est quand même, c'est l'outil principal, quoi. Et, et oui, et pour répondre à une de tes questions précédentes, j'ai parlé d'Apple, mais Google, il faut comprendre que le G de Gmail, d'abord, ça veut dire Google. J'ai appris il y a quelques jours qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, je le dis. Alors, Gmail, c'est quoi? Gmail, c'est le point d'entrée dans l'écosystème Google. À partir de votre adresse Gmail, quand vous utilisez cette adresse, si vous n'avez rien fait, vous donnez l'autorisation à Google de lire et d'utiliser tout ce que vous faites avec cette adresse pour améliorer votre expérience, parce qu'il y a une option qu'il faut aller chercher qui s'appelle utilisation et diagnostic qui est activée par défaut. D'accord? Et à chaque fois que vous utilisez cette adresse pour utiliser un service, vous avez accepté que Google puisse utiliser tout ce que vous utilisez avec cette adresse. D'accord? Ce sont des raccourcis, hein, on est d'accord. Mais voilà ce qui se passe. Et les services Google, c'est quoi? Bah, c'est YouTube, c'est bien sûr votre moteur de recherche que vous utilisez, j'imagine, parce que c'est le plus puissant, le plus... Voilà. Donc, on ouvre toute sa vie, en fait. Quand on décide d'utiliser Gmail pour organiser sa vie, on a décidé que Google puisse y avoir accès si on n'a rien fait. C'est important Justement, de le alors, comprendre. ouais, sur les moteurs de recherche, il y en a des alternatives qui existent, mais la plupart, ils sont indexés sur Google, de ce que j'ai pu comprendre. Tu vois, ne serait-ce que pour citer Ecosia, qui est un des plus connus, il me semble que, en fait, il est complètement indexé sur Google. Donc, au final, si tu utilises un autre moteur de recherche, mais que cet autre moteur de recherche, il va se fournir chez Google, est-ce que c'est beaucoup plus, tu vois, si on revient sur la question de l'alimentation, c'est comme si je vais me fournir localement, mais qu'en fait, mon fournisseur local, il va se fournir chez Carrefour, quoi. Est-ce que Hmm. est-ce que finalement, ça change vraiment la donne? Alors, c'est tout à fait exact sur Ecosia, par exemple. C'est vrai aussi sur d'autres alternatives qui utilisent Google. En revanche, il existe des moteurs de recherche, et pas seulement de moteurs de recherche d'ailleurs, mais aussi de navigateurs Internet, puisqu'il y a la question du navigateur, il n'y a pas seulement le moteur de recherche. Si vous installez Brave, par exemple, Brave, qui est sur la même base que Google Chrome, parce que là encore, donc le noyau est libre. Tous les noyaux sont libres, il faut le comprendre ça, de tous les outils. Là, c'est Chromium, le noyau libre. Sur cette base et qui de base est fourni avec toutes les extensions qu'il faudrait à, par exemple, Firefox, Mozilla pour que ça devienne un navigateur sûr, sécurisé. Et ben, ce moteur de recherche, ben, il fonctionne très bien. Alors peut-être que ça arrive en effet que des utilisateurs de Brave, de temps en temps, pour des recherches poussées, vont aller sur Google parce qu'ils vont trouver d'autres choses. Mais leurs moteurs de recherche par défaut ne seront jamais Google, ni Bing, puisque c'est la même chose, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein, on est d'accord. Microsoft, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Amazon, on n'en parle pas beaucoup parce que Amazon n'est pas en première ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Amazon est sur le business d'hébergement des données. Amazon, c'est le premier hébergement au monde de données. Je crois que c'est 35% du marché. 80% des sites Internet, sauf si c'est indiqué, vont être hébergés chez Amazon. Mais vous ne le savez pas, mais c'est le cas. Vous ne le savez pas.
D'accord? Waouh, ok. Donc, Bah non, là, tu m'apprends quelque chose. c'est un business super important pour eux. Plus important que la vente Il faut vérifier ça. d'articles et que Amazon Mais Prime, c'est... etc. oui, oui, Waouh, oui. ok, Hmm. ok. D'accord? Ah, c'est impressionnant, ok. Du coup, tu m'as fait perdre ma question suivante, là. Bon, moi, je peux essayer de réfléchir aux questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que tu en as posé plein en même temps. Bah vas-y. Non, je ne trouve pas là tout de suite. Bah tiens, moi j'en ai une autre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la licence Creative Commons et comment ça fonctionne? Alors, je suis pas expert. Je vais te dire ce que j'en sais. Alors, ça, c'est important aussi. Chez Confidentiel, on n'est pas des experts. On ne veut pas le devenir. On se définit plutôt comme des enthousiastes. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on est enthousiasmé par l'idée. On partage ce qu'on sait et ce qu'on conseille aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'on va conseiller dans 2 ans. C'est le cas d'ailleurs, hein. Ce que j'ai conseillé il y a 2 ans, puisque ça, évidemment, donc ça fait quelque temps que je suis dans le libre, même si l'association officiellement n'existe que depuis 6 mois. C'est pas tout à fait les mêmes conseils. Ça ne veut pas dire que les anciennes sont mauvaises, ça veut dire que aussi le libre avance. La licence Creative Commons. Ah, alors, c'est une licence, c'est très important, c'est une autre version du libre. C'est la notion de licence d'utilisation. Puisque tu me posais la question tout à l'heure sur les logiciels propriétaires, j'ai répondu qu'en partie à la question, puisque dans les logiciels propriétaires, donc puisque c'est une boîte noire, bien sûr on ne peut pas y voir ce qu'il y a dedans, mais en plus on ne peut pas modifier. Pour partager, ce n'est pas gratuit, et pour utiliser, ça ne sera pas forcément gratuit, ce sera une licence par exemple. La licence Creative Commons est tout un paquet de licences, avec des différenciations, on va dire, qui va permettre une utilisation libre, la plupart du temps, de la connaissance. C'est-à-dire que c'est un outil de partage qui va permettre, selon les licences, par exemple, d'utiliser que pour des versions non commerciales, d'autres pas réutilisées, juste réutilisées en partie ou entièrement, ou alors, voilà, toutes les options vont être possibles. Un point commun, ça va être le fait que l'auteur sera toujours cité. Le fait que aussi que ça reste dans le libre, que ça puisse pas être autre chose, ce qui n'est pas le cas des outils qu'on connaît aujourd'hui. Si ces Ouais. licences avaient existé à l'époque, on ne se retrouverait pas aujourd'hui à avoir des associations dans le thème et la souveraineté numérique. Et ça, ces licences, on peut les utiliser, par exemple, dans mon cas, si je crée un jeu ou si je crée une pièce de théâtre, je peux la déposer sous une licence Creative Commons pour qu'elle soit réutilisée. Bah, je dirais même pas que tu peux, moi je dirais que tu dois. En plus, il n'y a rien à faire, tu as juste à le déclarer, à écrire en bas de D'accord. ton truc que c'est sur cette licence. Ok, ok, Il n'y a rien d'accord. d'autre à Ouais, faire. c'est toi qui Hmm. t'appropries ça en fait. T'as pas de, c'est pas comme la SACD où tu dois faire une Non, démarche non, non, de. non. Ok, ok. Hmm. Ah, Non, ça c'est non, non, il n'y intéressant. a pas d'intermédiaire, puisque voilà, c'est aussi cette idée que tous ces intermédiaires par lesquels on est obligé de passer, qu'on n'en ait plus On besoin. s'en passe. Ouais, ok. Voilà, c'est Hmm. tout l'enjeu du Web3, tout l'enjeu de la blockchain. Voilà pourquoi tous ces grands enseignes, tous ces gros n'en veulent pas, puisqu'ils ne serviraient plus à rien. Hmm. Et en plus, ils pourraient plus nous contrôler. Bah, ils trouveraient d'autres solutions, mais Et ben oui, ils essayent, ils sont en train. Ils essayent l'euro numérique, l'identité numérique, voilà. Voilà. On va voir si justement, ça va tiens, fonctionner. l'identité numérique, comment est-ce que tu as des pistes pour réussir à s'en dépatouiller? Parce que moi, je me suis pris la tête la dernière fois avec ces histoires. Bon, du coup, je suis pas avancé, mais pour tout ce qui est aujourd'hui changement, donc j'ai une micro-entreprise qui existe encore, et même si je l'utilise plus trop, et pour tout ce qui est changement, déclaration de changement de situation sur une micro-entreprise, aujourd'hui, l'identité numérique est obligatoire. Pareil pour le CPF. Alors pour le CPF, je sais qu'il y a des biais de contournement. J'ai un ami qui m'avait envoyé une façon de contourner et de pouvoir utiliser son compte personnel de formation sans avoir à créer d'identité numérique. Mais ce truc-là, on va se le prendre en pleine figure dans pas si longtemps que ça, parce que je pense que ça nous arrive très très vite là. Non, je ne suis pas expert d'abord sur ce sujet, non plus. Et je pense que ça va être très difficile d'y échapper.
Si on veut être, enfin si on veut être ou si on n'a pas le choix que d'être dans les systèmes officiels, on va dire. Je pense que ce sera difficile de s'en défaire. Et si on arrive à s'en défaire, bon, on n'y arrivera pas par rapport à la monnaie, par exemple, puisque l'euro numérique, voilà un autre outil de contrôle, hein. Ce n'est pas une crypto-monnaie, puisqu'une crypto-monnaie est décentralisée. Les monnaies numériques ne sont pas décentralisées. C'est important de le comprendre. Donc, ce sera un autre outil, donc ce sera difficile de s'en défaire. Mm. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme, par exemple, d'avoir un ordinateur pour tout ce qui est un peu officiel, ce dont on ne peut pas se défaire, typiquement identité numérique, etc., et avoir un ordinateur pour tout le reste sur lequel on serait beaucoup plus libre? Est-ce que ça aurait un intérêt ou est-ce que dans tous les cas, on serait pisté, tu vois, parce que nous, on est, enfin, toi aussi, tu as une asso, du coup, moi, je communique par les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup YouTube, j'ai une chaîne YouTube, etc. Et je sais que quand bien même je prendrais le pli d'aller vers une forme de dégooglisation, il y a quand même des choses que je vais être pas obligé, parce qu'on n'est jamais obligé, tout est une question de choix. Mais en tout cas, je fais le choix de rester sur YouTube parce que bah voilà, ça m'apporte de la visibilité, etc. Je fais le choix de rester sur Instagram. Est-ce qu'on peut imaginer quand même un entre-deux, quelque chose qui nous permette de rester dans le monde, entre guillemets, et puis en même temps bah, de pouvoir, de pouvoir avoir quand même une utilisation du numérique qui soit plus éthique. Bah, c'est l'idée en fait qu'on essaye de mener, de montrer des voies pour pouvoir faire ça, sachant que ce sera jamais complet. Hein. C'est l'idée de mettre une porte. Si vous mettez pas de porte, bon, on peut rentrer et sortir. Vous mettez une petite porte, ça sera facile. Vous mettez une porte un peu plus épaisse. Mais si un voleur veut y passer, bah, vous aurez une porte blindée, il y arrivera quand même. Donc voilà, c'est l'idée. Donc il y a des façons de faire. Une façon de simple, par exemple, c'est l'adresse mail. C'est de gérer quelle adresse mail on utilise, avec quelle adresse mail on fait quoi. C'est tout simple, hein. C'est une première. Voilà un PPPPP. Les PPPPP, c'est les plus précieux pas possible. Voilà quelque chose de simple et efficace qui va avoir un impact. Changer d'adresse mail et réfléchir à quelle adresse mail on fait quoi. En avoir au moins deux. Top. Merci pour ce conseil qui, pour le coup, je pense, peut être appliqué et applicable par quasiment par n'importe qui. Cool. Ma question, je l'ai retrouvée, c'était sur YouTube, mais du coup, je te l'ai déjà un petit peu posée. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser YouTube avec le libre? Si jamais on veut, si on est créateur de contenu, si jamais on veut publier quelque chose et qu'on veut utiliser cette plateforme. Ah, c'est compliqué, ouais. Si on veut utiliser cette plateforme, bah une façon, par exemple, ce serait de ne pas utiliser le lien YouTube pour partager, mais sauf que ça enlèverait des liens comment ça s'appelle, de rémunération. Donc c'est compliqué. Je ne sais pas répondre à cette question. Peut-être qu'un jour, il y aura une réponse alors. Ouais. Moi, ce que je sais, en revanche, donc, c'est d'utiliser le lien Invidious pour ne pas partager le lien YouTube. Donc ça coupe toutes Invidux. les Invidious. Ok, euh, IOUS à la fin, ok, qui a un lien donc FDN. FDN, c'est French Data Network. Une des options pour sortir des grandes enseignes comme fournisseur d'accès Internet, un fournisseur d'accès Internet libre, donc une association qui vient chez vous faire une installation, voilà, pour que vous soyez libre et que vous ayez accès à Internet normalement. ok, ok. French Data Network. Absolument. Ok, bah super. Vérifiez s'il y a des associations affiliées dans votre région. D'accord. Toi, t'es affilié du coup? Absolument, dans le coin, ouais. Ok, top. Eh ben merci, ouais, merci, merci du tuyau. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te semble important? Un sujet qu'on n'a pas abordé. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai pas répondu à toutes les questions, je suis désolé. Mais Bah c'est pas grave. Non, déjà, t'as bien répondu. Bah il m'en reste une. Alors, si t'avais le pouvoir de changer le monde, si t'avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais? une baguette magique. Bah, déjà, je pense que j'en ai une. Je pense qu'on peut changer le monde, d'abord. On peut changer le monde, mais on peut changer à son échelle, puisque voilà, je pense que c'est notre mission première, en fait, c'est de changer le monde à son échelle, et on peut rien faire d'autre que d'être soi-même, Beau. d'être exemplaire. Il n'y a que ça à faire, je crois, puisqu'il n'y a que ça qui fonctionne.
Si tu as des enfants, tu observeras que la seule chose qui fonctionne, c'est d'être exemplaire. Si tu veux qu'ils fassent quelque chose, tu dois le faire toi. Et ça aura un impact. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Luc. C'était un plaisir de discuter avec toi et à bientôt. À bientôt. C'est chouette de t'avoir eu, Alex. Merci pour cette interview. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Je ne sais pas vous, mais moi j'y ai appris énormément de choses et ça me donne pas mal de pistes d'action à mettre en place. Si je devais résumer ce que j'en retiens en 3 points, je dirais tout d'abord que le logiciel libre représente un mode d'action pour s'émanciper en tant que citoyen, car il nous invite à réfléchir à notre souveraineté par l'angle du numérique. Si je ne consomme que chez les GAFAM et que tous mes outils numériques, tant dans ma vie personnelle que professionnelle, sont hébergés chez les GAFAM, alors je consens à ce que mes données leur reviennent. Je renonce à la confidentialité de mes données. Pour Jean-Luc, le libre est une façon de militer contre la privatisation de la connaissance imposée par les multinationales. Il compare cette alternative au commerce de proximité, qui, à contrario des grandes surfaces, permettent une consommation plus juste et responsable, tout en limitant les intermédiaires. Jean-Luc nous rappelle par ailleurs qu'au départ, Internet a été conçu pour être un outil décentralisé. Ensuite, que si le logiciel libre est si peu utilisé, c'est parce qu'il est relativement méconnu. Il y a dans le libre des alternatives connues, mais ce ne sont souvent pas les plus performantes. Jean-Luc nous dit que le libre est très avancé et nous invite à nous intéresser à Kamit pour remplacer Zoom, Swiss Transfer au lieu de WeTransfer, Nextcloud à la place de Google Drive, et Brave plutôt que nos navigateurs habituels. Si vous êtes auteur, compositeur, poète, créateur de contenu ou que sais-je, vous pouvez en outre placer votre travail sous la licence Creative Commons, qui permet une libre circulation des idées tout en respectant le travail original. Ceux qui veulent passer à l'étape supérieure peuvent également regarder du côté du French Data Network, pour changer de fournisseur d'accès à Internet. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Enfin, que pour des personnes avec lesquelles il est difficile de parler de politique, parce qu'elles s'en sentent trop éloignées ou trop exclues, la question des pratiques numériques peut être très intéressante. D'autant que le sujet a le vent en poupe depuis quelques années avec les questions de lutte contre l'électronisme et désormais avec les campagnes massives de lutte contre le cyberharcèlement. Nous pourrions nous en servir comme porte d'entrée pour aborder d'autres sujets liés à notre consommation et à notre souveraineté de façon plus générale. Un excellent moyen de faire de la politique et de la contre-culture en faisant mine de rien. Car même si nous faisons le choix de rester chez les GAFAM pour quelque raison que ce soit, il faut toujours que ce soit un choix conscient et assumé. Jamais une réalité subie. Le plus petit pas, selon Jean-Luc ? Commencez par créer des adresses mail différentes en fonction des utilisations que vous en avez. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Jean-Luc et de son association. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.